une année qui commencera bien, chères auditrices et chers auditeurs, parce qu'elle commence sous le signe du Golden Greg, et ça, c'est quand même la méga classe. Donc, Grégoire Hello, le directeur des éditions Kurokawa, nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et peut-être que si vous ne le connaissez pas, la petite présentation de Tofu, Tofu tout flamme, va vous aiguiller. C'est parti, c'est pour moi tout de suite? C'est parti. Yes! Ok, alors cette semaine, accrochez-vous bien vos madeleines de Proust. Ça sent les années de bien avant les années 2000 et c'est parti. Chronique de Tofu, saison 9, épisode 12 935. Une chronique de Tofu, ravie, joyeuse, émie d'accueillir mon Ixor à moi, mon Ayato, mon Ryu et même mon Sidero. Ouais, Pascal, cette semaine, va falloir coller des sous-titres jusque sous ma chronique pour ne pas perdre les plus jeunes. Cette semaine, nous accueillons l'homme qui accompagna l'explosion de jeux vidéo en France, le troisième plus grand fan de Placide et Museau du monde entier, celui qui sait, oui, mesdames et messieurs, celui qui sait, qui peut nous le dire et qui va nous le dire sans même réfléchir, devant vos yeux éblouis par tant de culture, qui est la jambe gauche de Devastator dans Transformers? C'est Bone Crusher, évidemment. Oh, ça c'est très très fort. C'est aussi l'homme qui a dit un jour: wow, Alphonse, Edouard, plutôt que de gribouiller des étoiles par terre, ça vous dirait pas de venir exposer les charts de vente de manga au pays de la Tour Eiffel et de Kylian Mbappé, 4 ans pour le PSG? Ah là 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 là! Un tonnerre d'applaudissements pour Grégoire Hello des éditions Kurokawa. Bienvenue parmi nous, Greg. Merci de l'invitation. Pas plus de temps. Il est déjà à Tofu, il va chanter -5. Greg, vous permettez que je vous appelle Greg? Oui, c'est un peu répétitif, mais ouais. Ne perdons donc pas plus de temps, car il faut parler de votre grosse, de votre énorme, et je dirais même colossale actualité de ce début d'année 2021, avec le grand retour de... Ah mais oui, il est l'heure de Tofu, il va chanter. Pampulelu, pouvoir magique, Pampulelu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie, je vais changer toute votre vie et la vie de nos tympans aussi. Oui, dans l'ombre de Crémy, l'astucieux spin-off de la Crémy de mon enfance, j'ai effectivement un peu plus de 23 ans et demi, dans l'ombre de Crémy qui, hop, change le point de vue de l'histoire. Puisque là, c'est le point de vue de sa rivale qui nous fera fristonner. Et à partir de là, dites donc Greg, chatoyant jeune homme, vénérable invité au regard de braise, j'ai bien l'impression que vous venez de découvrir un véritable filon à blockbuster. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter dans l'ombre des Cosmocats l'histoire de Mumra, un brave retraité passionné d'égyptologie? Certes, il a une hygiène bucco-dentaire un brin douteuse, il passe ses journées à rôder dans sa cave en peignoir rouge, façon Strauss-Kahn, mais méritait-il vraiment de voir débarquer une platée de gros chats bodybuildés qui viennent lui pourrir son groove? C'est un concept pourri, on va l'oublier. J'en ai un autre. La vie d'un vieux geek qui kiffe les gros bracelets à pointe et passe son temps devant la télé avec son chat, méritait-il qu'un mec avec des jambes en échasse et un chapeau parapluie le harcèle? Ça s'appellerait Dans l'ombre de l'inspecteur Gadget. Celui-là, je l'aime bien. Mais j'en ai un encore mieux. Un spin-off de France 5. Et pourquoi pas même un préquel, tant qu'on y est. Non, ça serait vraiment trop n'importe quoi. Je suis bien d'accord avec vous. France 5, vous connaissez, monsieur Hello? Ça me dit vaguement quelque chose. France 5, l'auto-proclamé premier Sentai français. Purée les gars, ils ont pris la confiance. Hein. Des tenues moulantes, des intrigues à suspense, décorées de dingue. On sait tous que le seul vrai premier Sentai français, c'est Télétoon Free et leur merveilleuse série télé pour être libre du talent jusque dans le choix du titre. Alors, si je puis me permettre, j'ai cru que tu allais dire Thierry Lafronde. C'était pas mal aussi. Écoute, en vrai, j'ai cherché et j'aurais pu remonter jusqu'à Thierry Lafronde. Je suis assez d'accord avec toi. On était pas venus, je crois, les gars. Nous nous reverrons d'une troisième fois bientôt. Je repenserai à Thierry Lafronde. Bref. Oh punaise, vous entendez? C'est Zeus et Apollon. Non, Pascal, pas les dieux de l'Olympe, ça serait carrément n'importe quoi. Là, c'est Zeus et Apollon, les deux de Berman Diggins, dans Magnum. Non, Valentin, pas Magnum, le Tiedas reboot sans moustache. Là, on parle de l'original des années 80 avec du Tom Selleck dedans. Pour le Magnum rebooté, vous connaissez le dicton. Magnum non moustachu, Magnum foutu. Bon, bref, on s'égare, on reprend. Oh punaise, c'est Zeus et Apollon. Ils viennent de découvrir une équation quantique qui leur permet de voyager vers plein de dimensions parallèles. Mais ils n'ont que 47 secondes pour choisir leur destination. Alors, Greg, il faut que tu les aides à choisir. Alors, direction
une dimension où pour se dire le bonjour le matin on chante qui sont les Snorkies, ou une autre où pour se dire bonsoir on chante Can 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 le survivant de l'enfer. Est-ce qu'il faut chanter la chanson en entier ou juste En entier, en entier. En entier. En entier, pour se dire bonjour ou bonsoir. Alors, Écoute, je dirais les Snorkies parce qu'elle est moins longue de mémoire. oh, le calcul. Qui sont les Snorkies? Mais qui? Celle-là, on a dans, toute la journée dans la tête après. Oui. Hein, c'est un petit cadeau. Une dimension où Sega continue de fabriquer des consoles, mais pour Ikea, ouais, il y a un jeu de mots. Je suis d'accord avec toi, il y a un jeu de mots dans tout ça. Ou une dimension où Nintendo est le spécialiste des barbecues, idéal pour cuire ses Pokémon l'été entre deux bières. Attrapez-les tous et Val, le mien, ça sera à point, mon bulle bizarre. Des consoles Sega Ikea. Monsieur Hello, on ne se déconcentre pas, on reste concentré. Pour le dernier, vous êtes chaud, vous êtes prêts? Je suis prêt depuis le ventre de ma mère. On ne va pas remonter jusque-là, mais il y a un concept aussi. Monsieur Hello, une dimension où le mercredi, forcément, on dit Burger King et on regarde Candy, ou une dimension où le mardi, c'est KFC et on regarde XOR, le shérif de l'espace, à la télé. Oh, mardi. Ah non. Si mes informations sont bonnes, c'est bien ce qui me semblait. Monsieur Hello, je crois qu'au milieu d'à peu près tout ça, on a appris à un petit peu mieux vous connaître. Des bisous, du succès, et puis des pampulilous tout partout. Pam pum pam. Pam, pum, pam. Merci. Alors, Magical Girl. Allons-y. Parlons, la transition est quand même un peu toute trouvée avec Tofu qui a mis beaucoup l'accent sur ce spin-off de Creamy. Peut-être que tu peux nous expliquer l'importance de Creamy dans les Magical Girls et pourquoi tu as choisi ce titre. Alors, te faire l'historique des Magical Girls, je connais les Magical Girls, je suis malheureusement pas spécialiste. Donc, je sais que Creamy, c'est un personnage important qui a énormément compté au Japon. Je serais malheureusement pas capable de dire ce qu'elle a apporté en plus par rapport aux autres, parce que pour moi, c'est malgré tout Gigi Minky Momo qui a apporté la première, le concept de petite fille qui se transforme en adulte et qui fait des trucs d'adultes que les petites filles ne peuvent pas le faire, genre devenir vétérinaire, championne de course, etc., etc. Que, avec du recul, je vois un peu comme un Cutie-Oni fréquentable, parce que le Cutie-Oni, c'était vraiment plus adapté aux plus petits, aux plus jeunes filles aussi. Voilà, elle avait parce quand même que des vêtements assez courts malgré tout. Hein, donc, les premières Magical Girls, ça va être pour les vieux comme Pascal et moi, ça va plutôt être des trucs genre Ako-chan, Himitsu no Ako-chan. Je ne sais plus comment elle s'appelait en français, je crois qu'on a eu... Si, c'était... oui, tu vois qui c'est. Moi aussi, oui. Mais enfin, dans les premiers diffusés à la télévision, je crois que c'est Gigi quand même. Ça doit être Gigi. Après, oui, Gigi. Après on a eu les autres. Hein. Après, la 5, sur la 5, tu as eu Amy Magique. Voilà. Il y a eu on a Vanessa, il y a eu la Labelle. La Labelle et tout ça. Mais c'est vrai que je crois que c'est Gigi, la toute première en France. Suzy aux fleurs magiques. Et les fleurs magiques, ouais. Donc les petites filles qui ont des pouvoirs au Japon, il y en avait déjà eu avant. Avant Creamy, donc évidemment Minky Momo alias Gigi, Ako-chan, il y a eu Limit Chan aussi, il y a eu Chéri Miel, les Cutie-Oni, on va dire que c'en est une aussi. Il y en a eu quand même quelques-unes, mais ce qu'a apporté Creamy, je pense, c'était un vrai côté pop, en fait. Avec évidemment le monde de la chanson, puisqu'elle se transforme en chanteuse. Et je pense aussi que c'était la première fois qu'il y avait autant de soins qui étaient apportés à sa garde-robe, à ses tenues, à ses accessoires, l'univers merveilleux avec les petits chats, etc. Et je pense que c'est ce qui a vraiment marqué pour les Magical Girls suivantes du studio Pierrot. Et le fait que ce soit Kemi Tagada qui faisait le character design, peut-être aussi un petit peu. Non? Ah bah oui, ça c'est le fait qu'Akemi Takada ait été à la création graphique de toute la série. Alors Akemi Takada, je pense qu'on peut un peu rappeler qui c'est. Hein, c'est une vétéran. C'est une des trois grandes caractères designeuses femmes
des années 80 avec Michi Himeno, qui elle était plutôt sur les Chevaliers du Zodiaque et sur Versailles Nobara, Lady Oscar, et évidemment Inomata Mutsumi, qui était chez la Tatsunoko et qui, voilà, que Pascal connaît bien, dont Pascal a tous les artbooks évidemment, et qui bossait sur la bataille des planètes, etc. Et qui ensuite est devenu la character designer des RPG Tales of. Voilà. Ouais, donc Akemi qui nous a fait aussi le Kimagure Orange Road, Max et compagnie. Tout à fait. En sublimant le trait du manga. Et la mue. Et la mue. Voilà. Et la mue, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc ouais, Akemi Takada, qui est une grande dame du design, qui bosse toujours aujourd'hui. Actuellement au Japon, il y a énormément d'expos, de goodies revival sur Crimi, parce que Crimi est un personnage qui a marqué les jeunes filles qui ont aujourd'hui 35 ans et qui ont du pouvoir d'achat et qui ont envie de retrouver un petit peu les personnages de l'époque. Donc on va avoir aujourd'hui des sacs à main, Crimi, des accessoires pour femmes adultes, mais qui reprennent comment dire, l'identité visuelle de Crimi. Mais justement, ton Crimi, oui. Toi, tu le sors à destination des personnes de cette époque ou de la nouvelle génération? Alors, déjà, je vais répondre à ta question en répondant en même temps à la première question de Valentin. Pourquoi ce manga? Tout simplement parce que je me suis rendu compte pendant le confinement que la nostalgie battait son plein. Pendant le premier confinement, il y a eu énormément de gens qui étaient, et à raison, anxieux, soucieux de l'avenir, etc. Et du coup, on a vu que la nostalgie, ça fonctionnait à fond les ballons. Pendant le confinement, on a vendu énormément de Full Metal, Édition Perfect. Perfect, voilà, c'était inattendu, tu vois, le tome 1 de Full Metal Perfect est sorti 3 jours avant le premier confinement, on l'a réimprimé 5 fois. Oui, quand même. Voilà. Pareil, Kana a annoncé en grande pompe une explosion de Naruto l'année dernière, si vous avez suivi. Et dans le même temps, TF1 a pété tous les records d'audience en rediffusant les Louis de Funès pendant le confinement. Donc il y a une vraie volonté de la part des gens aujourd'hui qui sont anxieux de retourner à des valeurs refuges, on va dire, ce que le grand journaliste de pop culture Rafik Djoumi de Mad Movies appelle les valeurs doudou, les films doudou, où on revient toujours à ces anciens... Et bonne humeur surtout, bonne humeur voilà, aussi. Exactement. Mais tu vois, tu as des gags manga qui sont très récents, tu vois. Pourquoi est-ce que les gens ne se réfugieraient pas dans Gintama, par exemple? Dans Yotsuba. Mais voilà, et l'humour ne suffit pas. Il faut vraiment, je pense que les gens recherchent des licences, des univers qui leur rappellent le bon vieux temps, à l'époque où c'était bien, à l'époque où on se faisait pas chier à mettre un masque, par exemple, ou à avoir peur de faire la bise à son voisin. Bref, c'était mieux avant, tu vois. Et je l'avais déjà dans le radar, ce spin-off de Crimi, mais je me suis dit, c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut le sortir. Les gens ont besoin d'être réconfortés, les gens ont besoin de retrouver. Et d'ailleurs, le programme Kurokawa de 2021 réserve pas mal de choses qui vont dans ce sens-là. On va essayer d'avoir un programme un petit peu plus réconfortant que ce qu'on avait prévu éditorialement à la base. Donc évidemment, je ne peux pas trop vous en parler parce qu'on n'a pas annoncé la moitié des trucs encore, mais voilà, Crimi, c'était vraiment la volonté de remontrer, de redonner aux femmes adultes la possibilité de rentrer dans un univers, l'univers de l'enfance, l'univers réconfortant. Et en plus de ça, ce que j'aime beaucoup avec ce manga, alors je sais pas, est-ce que vous avez reçu le service de presse, le tome 1? Pas encore. Pas encore. Vous avez lu le chapitre 1 oui. Qui était avec les samples? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je résume rapidement. Donc, le postulat de base, c'est qu'il s'agit de raconter l'histoire de Crimi, mais du point de vue de la méchante. Donc, la méchante Chantal. Alors, on a gardé, par contre, on a gardé les noms japonais, parce qu'on s'est dit que voilà, en 2021, c'est quand même chaud d'avoir un gros bonhomme qui s'appelle Bouftou. Enfin, tu vois, c'est un peu... donc il faut se mettre à la page, on va dire.
Et donc, on a Chantal, qui s'appelle Megumi, en fait, en japonais. Voilà, c'est une star, mais elle en a chié pour arriver où elle est, tu vois. Elle fait des régimes, elle va courir tous les jours, elle se fait chier à faire la bise à des gros moches producteurs. Enfin, tu vois, toute sa vie, elle a bossé pour arriver où elle en est. Et du jour au lendemain, voilà, il y a une meuf qui débarque dans une explosion d'étoiles et qui devient numéro 1 partout. Plus personne s'intéresse à elle. Son Dégoûté. producteur la méprise et tout. Enfin, en fait, quand tu te mets du point de vue de la méchante, c'est hyper injuste. Donc, quand tu es une petite fille et que tu regardes Crimi, tu dis ah, c'est rigolo, elle fait tourner les adultes en bourrique et tout. Mais quand tu reprends l'histoire et que tu la racontes de manière réaliste, c'est insupportable. La meuf, elle a bossé toute sa vie et tout s'écroule. Voilà, tout ce qu'elle a construit. Grâce à une nana au pouvoir magique. Voilà. Et en fait, ce manga, il est très malin parce qu'au début de l'histoire, c'est vraiment rigolo parce qu'on voit Chantal qui devient folle. Et au fur et à mesure, en fait, tu t'éloignes du propos principal de la série d'origine pour aller plus vers une illustration de, voilà, en fait, quand tu es une femme, c'est plus compliqué que quand tu es un homme dans le monde du travail parce que il faut être sympa avec des gens chiants, il y a MeToo, il y a Balance ton porc, il y a à boulot égal, tu es moins bien vu, enfin, tu touches moins. Et donc, c'est l'histoire d'une Magical Girl, mais au final, c'est un manga qui s'adresse aux femmes adultes qui regardaient Crimi quand elles étaient petites et qui aujourd'hui galèrent avec tout ce qu'on a identifié et qui fait chier les femmes modernes, tout ce qu'on appelle la charge mentale, l'inégalité des salaires, etc. etc. Je sais plus, ça a un nom, c'est pas le mépris de classe, c'est le mépris de genre, du coup. Le mépris de genre, oui, où on se dit où une nana doit faire 2 fois plus ses preuves qu'un mec, etc., etc. Et donc, tous ces thèmes-là sont abordés dans le manga avec évidemment malgré tout un petit côté clin d'œil rigolo puisque le manga suit complètement le dessin animé. D'accord. C'est comme, ça reste feel good ou ça, parce que la manière dont tu le présentes, c'est un peu plus, je dirais, adulte. C'est du feel good qui te conforte dans tes luttes en tant que femme adulte, en fait. C'est-à-dire que tu es une femme de 35-45 ans et tu te fais chier parce que société, patriarcat, tout ça. Et quand tu lis, ça te fait marrer parce que tu dis la pauvre Megumi, elle s'est fait enfermer dans une cage par des chatons, lol. Mais quand elle galère, quand elle engueule son producteur, machin, tu dis ah ouais, en fait, elle en chie. Et donc, tu arrives à avoir de l'empathie pour la méchante dont tu te moquais il y a 35 ans. D'accord. Alors, moi, je voulais te parler d'un titre que j'adore et que tu sors bientôt. Oui. Voilà, c'est The Ride of King. Oui. Voilà, qui est un titre what the fuck magnifique. Voilà. Alors, c'est pas du tout, parce que c'est Poutine et l'URSS dans les années 80, c'était pas bien. Peu importe, mais ce titre est extraordinaire. Alors, dis-moi pourquoi tu as pris ce titre tout en le présentant aux personnes qui nous écoutent. Alors, donc il s'agit d'un titre que j'ai repéré. En plus, je l'ai repéré de manière assez bizarre. J'étais parti au Japon avec ma PDG en 2019 parce que donc on venait de se faire racheter par Vivendi. Et donc du coup, on est allé au Japon pour expliquer aux Japonais qui était Vivendi, donc Universal Music, etc., Canal+, blabla. Et j'étais parti au Japon 1 ou 2 jours avant ma bosse pour pouvoir justement faire le tour des librairies, etc., comme je fais d'habitude. Et donc je discute avec un de mes libraires dont j'aime bien avoir un peu l'opinion sur les tendances, etc. Il me dit, il y a ce truc, c'est complètement fou, est-ce que tu connais? Alors je dis oui, je l'avais vu passer dans le magazine, mais j'avais pas fait gaffe. Il me dit, je pense que ça va prendre et tout. Moi, en tout cas, je vais le mettre en avant dans ma boutique. Et donc, c'était Raiden King. Et j'ai acheté, je l'ai lu. Et 2 jours après, on avait rendez-vous avec Kodansha. Et pendant le déjeuner, je dis, voilà, ça, je le veux. Et on dit, ah ouais, dis donc, t'as l'œil et tout, parce que ça vient de démarrer. Personne nous en a encore parlé. Ok, très bien. Voilà. Et effectivement, gros coup de cœur pour ce titre, même si c'est évidemment un isekai et que normalement, j'aime pas les isekai, mais... Faut pas dire ça, Pascal, qui nous a fait l'apologie de l'isekai dans un épisode précédent. Ah non, mais j'ai rien contre les gens qui aiment l'isekai, c'est juste que j'aime pas
le concept d'isekai, en fait, il y a plusieurs dimensions à l'isekai. Moi, ce que j'aime pas dans l'isekai, c'est que la plupart les héros d'isekai, en fait, ils subissent les choses. Ce qui marche en France, c'est les shonen où les mecs se battent pour gagner ce qu'ils veulent. Tu vois, le shonen de base, c'est je me battrai pour être le roi des pirates, je me battrai pour être le plus fort, je me battrai pour devenir un ninja, je me battrai pour ressusciter ma mère, ou la pierre philosophale. Il y a toujours de la bagarre. Tu te crèves à la tâche pour avoir ton truc. Les isekai, c'est les mecs, ouais, ma vie c'est de la merde. Oh, un camion, paf, je me fais renverser. Et tiens, t'as une deuxième chance. Et en plus, t'as plein de femmes chats à gros nichons qui veulent coucher avec toi. Oh, c'est super, j'ai rien fait. Et on m'amène une deuxième chance sur un plateau, c'est génial, quoi. Et en fait, 95% des isekai, en plus, les mecs sont assez cheatés, ils font jamais aucun effort. En plus, c'est dans les titres, tu vois. C'est toujours le dernier là qui est sorti. Je suis un assassin, mais je suis le plus fort. Ok, quel est l'intérêt, sachant que le seul manga vraiment intéressant où le héros est surpuissant, c'est One Punch Man, puisque on arrive vraiment à écrire la surpuissance du héros comme un truc ennuyeux, là où les mecs passent leur temps à dire moi, comme je viens du XXe siècle, du XXIe maintenant, je suis vachement plus intelligent que tous ces orques et tous ces trolls, et puis je vais niquer toutes les elfes, quoi. Et c'est le problème que j'ai avec les isekai, c'est que c'est facile pour narrativement, c'est facile, et surtout, ça te rend toi-même en tant que lecteur un peu paresseux. C'est-à-dire que tu passes ton temps juste à tourner les pages et à voir un mec qui jouit de sa surpuissance, et je trouve que tu peux t'enivrer de ça, et c'est pas c'est pas ce que tu veux donner à tes lecteurs. Ouais, voilà, donc, je trouve que c'est pas une lecture qui te grandit, en tout cas. Voilà. Et donc ce Poutine qui est dans cette espèce cet isekai, Voilà, avec un président. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi cet isekai? Parce que justement, c'est un manga qui renverse l'isekai, puisque déjà, le postulat de base, c'est que le héros, c'est pas un pauvre type qui veut refaire sa vie. Donc le héros du manga, qui n'est absolument pas inspiré d'un personnage réel, donc c'est le président de la Prussie, qui s'appelle Alexandre Poutinov, et qui donc est le président à vie de la Prussie, et qui en plus de ça maîtrise les arts martiaux, il pilote des jets, des tanks, il a dressé... C'est un gros costaud. Il est costaud, il fait du cheval, il a chevauché des girafes, tout. Enfin bref. Et en fait, il a tout fait dans sa vie, donc il s'ennuie. Et un jour, il va y avoir un attentat, et à la suite de cet attentat, il va se faire écraser par une statue, et il va se réveiller dans une grotte, et il sort de la grotte, et là, il voit des dragons, des elfes, etc. Et donc, voilà, c'est un isekai, mais avec un homme politique d'Europe de l'Est. Et justement, c'est ça qui était intéressant, c'est que par rapport aux autres isekai, où c'est des mecs qui ont une sale vie et qui veulent tout recommencer, lui, c'est le contraire, il avait tout dans sa vie. Il est surpuissant, il est déjà balèze, il est intelligent, il a tout, et c'est juste qu'il s'emmerdait. Et donc, il se retrouve dans ce monde d'épées et de magiciens. Et c'est ça qui va être drôle, c'est que c'est quelqu'un qui n'a aucune pop culture. Tu vois, Harry Potter, les boules de feu, tout ça, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il ne sait pas ce que c'est un dragon. Il n'a aucune subtilité de qu'est-ce que c'est une épée magique ou qu'est-ce que c'est un elfe. Et du coup, il découvre ça avec des yeux émerveillés, de boomer, entre guillemets, mais en même temps, il va appliquer les bonnes valeurs du communisme, parce qu'évidemment, quand tu arrives dans un monde d'heroic fantasy, c'est la royauté. Et donc, la royauté, c'est évidemment le mépris de classe, alors que lui, bon, évidemment... première chose qu'il voit, c'est des chevaliers qui traînent en laisse des bébés centaures, parce que ils vont les esclavager il dit, les esclavagistes, il faut les buter. Et donc voilà, il va évidemment essayer de faire régner la justice, tout en essayant de trouver un moyen de rentrer chez lui. Et ce qui est très intéressant dans le manga, et c'est pour ça que j'ai pris une décision tout de suite, parce que j'ai eu la chance d'avoir... le manga était déjà assez avancé quand je l'ai acheté, il y avait déjà l'équivalent de 2 tomes qui étaient parus au Japon. Et en fait, au début, c'est écrit comme un gag. C'est Poutinov chez les elfes, donc MDR, tu vois. Et en fait, au bout de 3-4 chapitres, ça va vraiment devenir une vraie histoire d'heroic fantasy, avec un fond, avec un véritable univers cohérent, avec des règles de magie, etc.
et il va y avoir une vraie quête pour libérer les esclaves du royaume qui veut vraiment soumettre toutes les créatures inférieures. Sauf que le héros, c'est un slave hyper balèze qui se balade torse nu. Et donc, du coup, pour rester dans la fusion de ces deux titres, féministe et renverser les codes, mine de rien, Demon Slave est dans la même lignée parce qu'on a une lecture où la société patriarcale est renversée et on est plutôt dans une société matriarcale. On a des codes on reprend la pêche de Momotaro, on reprend le fruit du démon de One Piece, mais on en fait un truc pas forcément bénéfique juste pour la personne parce qu'il y a une contrepartie. Si tu utilises ton pouvoir, tu dois donner un principe un peu d'équivalence à la Lavoisier ou autre. Est-ce que c'est ça que tu recherches maintenant déjà dans One Punch Man? C'était je prends les codes et je les balance par la fenêtre? Je recherche pas des choses en particulier dans un titre. Quand on me demande c'est quoi ton métier, en général, je dis moi je suis chasseur de tendances. Donc, comme je te disais, là en 2021, j'ai essayé avec mes équipes, notamment avec Adeline, que tu connais bien, cher Valentin, et Mathilde, on a essayé de construire un catalogue qui va être plus doux, plus réconfortant pour les adultes, mais évidemment, il reste toujours la volonté d'avoir des mangas un petit peu différents. Moi, ce que j'aime bien, sans aller dans le what the fuck de Hakata, moi, ce que j'aime bien, c'est les mangas high concept. C'est-à-dire, tu pitches le truc et les gens ont envie de le lire, même s'ils ne connaissent pas le manga, parce que ça a toujours été notre vocation, c'est de faire des mangas pour les gens qui n'en liraient pas forcément. Et là, vous vous doutez bien, hein, par exemple, quand on a annoncé Raiden King, voilà, l'après-midi même, on avait un mail de BFM qui voulait interviewer l'auteur, parce que évidemment, ils ont fait le rapprochement Parce que avec c'est Vladimir. Poutine. Voilà, exactement. Poutinov. Voilà. Et c'est ce genre, tu vois, c'est ce genre de choses que je recherche. Alors après, Demon Slave, c'est autre chose. Demon Slave, c'était scénarisé par Takahiro, qui est un très grand constructeur de monde, qui est déjà le responsable de Red Eye Sword, Akamega Kill, que j'ai eu la chance de côtoyer quand il était venu il y a quelques années à Polymanga, qui est un type vraiment... qui a vraiment un grand sens de la construction des univers et des personnages. C'est un mec qui te fait des personnages hyper attachants, même si c'est des archétypes, il arrive à les rendre vraiment, comment dire, emblématiques. Et même les personnages de Red Eye Sword, même s'ils se faisaient tuer assez rapidement, tu les oublies pas. Et donc pour Demon Slave, voilà, j'étais obligé de le sortir, même si ça avait été un manga sur des chiens barbe à papa. Je me serais dit, voilà, c'est Takahiro derrière, il faut absolument que je le fasse. Et en plus, quand tu le lis, c'est vachement bien. Je peux confirmer, le premier tome est disponible et c'est vraiment vachement bien. En plus, ce côté où il y a une contrepartie à l'usage des pouvoirs, je trouve que c'est hyper bien amené. Ça aurait pu être en plus facilement exploité et aller vers de l'hypersexualisation pour rien. Mais au tout début, on se pose la question, on se dit, ah zut, est-ce qu'on ne va pas partir sur un truc fan service à mort? Pas du tout, en fait. Il évacue ça justement, comme tu dis. Il a bien construit son truc. Il le met de suite pour dire, ah, et après il l'enlève en disant, non, mais comme ça, vous n'allez pas me faire chier. Donc c'est bien marrant en plus, quoi. Oui, et c'est du. Alors évidemment, il y a du fan service tout au long de la série, mais ça va être vraiment comment dire, j'aime pas citer Il est les autres justifié. j'aime pas citer les autres mangas, mais tu vois, il y a un petit côté Lovina avec de la bagarre, quoi. C'est vraiment tu vas avoir un bout de fesse, un truc, mais il y a pas de relation sexuelle. C'est vraiment ce qu'appellent les Japonais du lucky hero. Tu sais, c'est quand l'héroïne zoup, elle trébuche dans l'escalier et puis tu te retrouves avec ses fesses sur ton nez, quoi. Ouais, ou quand le vent est là et qu'il fait bien son Voilà, travail. exactement. Mais en dehors de ça, oui, il y a une vraie volonté parce que ça reste malgré tout les femmes qui ont le pouvoir. Et il y a ce petit côté où justement, tu l'as dit, hein, dans le tome 1 déjà, tu sens bien qu'il y a déjà deux filles qui s'intéressent aux héros, mais c'est un monde où les femmes ont le pouvoir, donc justement, elles peuvent se permettre. C'est du MeToo à l'envers. Voilà. Mais après, voilà, bon, j'étais surtout aussi séduit par le fait que l'histoire était racontée par Takahiro et que, en plus, Takemura Yoe, c'est un super dessinateur et les scènes d'action sont vraiment hyper bien découpées, hyper bien mises en scène. Voilà, c'est
c'est du vrai shonen pur jus, quoi. Bon, alors Pascalou nous dit qu'il ne reste pas énorme de temps, mais comme tu as un super catalogue, parce Oui, que mine de c'est compliqué, rien, hein. les éditions sont presque aussi vieilles que moi. euh, non, en fait, je suis beaucoup plus vieux. Il est temps de faire le petit passage très rapide et que tu nous dises pourquoi ce titre, quelle est sa place dans ce catalogue. On va commencer pour te laisser le plus de temps sur mon préféré chez vous, Yotsubato. Oui. Ah, Yotsuba. Pourquoi Yotsuba? Parce que je suis au Japon en 2004, on est en train de monter une maison d'édition et j'aime beaucoup Azumanga Daioh et l'auteur, ah oui, t'es un pur. Et l'auteur d'Azumanga Daioh sort son nouveau manga, ça s'appelle Yotsuba et je trouve ça super. Et à l'époque, alors c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque encore plus, donc c'était Pocket c'est devenu Kurokawa, mais donc c'est la maison Pocket, donc Univers Poche, qui lançait ses mangas, et le but c'était d'être mass market, vraiment grand public, à une époque où le manga n'était pas grand public encore. Et donc voilà, je vois Yotsuba, et 1 + 1 égale, mais oui, c'est le petit Nicolas en manga. Mais Donc on achète Yotsuba. Voilà. complètement une telle mignonitude. Comment tu as pu convaincre tes responsables de prendre une licence aussi faramineuse que Hajime no Ippo? Alors, tout simplement parce que comment il s'appelle? C'est con, je vais oublier son nom. On est en 2006-2007 et c'est une partie de poker menteur. C'est-à-dire qu'il faut que je convainque ma direction que ça fait 80 tomes, mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir arrêter avant la fin, ce qui est normalement interdit avec les Japonais. Et d'un autre côté, il faut que je réussisse à convaincre Kodansha et l'auteur qu'il faut qu'on fasse des saisons. Voilà. C'est le Pour pouvoir compromis arrêter, voilà, pour pouvoir arrêter si ça ne trouvait pas son public. Voilà. Et en fait, le choix de faire des saisons s'est avéré stratégique parce que quand voilà, Ça fait moins peur à l'achat. Hippo, il y a plus de 100 tomes, mais bon, les ventes d'Hippo sont pas du tout à la hauteur d'un manga très long comme Bleach ou One Piece. Mais quand tu arrives chez un libraire et qui voilà une série qui fait 80 tomes, il te dit non, au revoir. Par contre, si tu dis voilà une série qui fait 20 tomes, et ensuite il y a 20 autres tomes, puis 20 autres tomes, en termes d'archivage, en termes de gestion des stocks, etc., c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile de gérer 5 séries de 20 tomes qu'une série de 100 tomes, même pour ce qui est de la réimpression, de tout ça. Et c'est pas la série la plus longue publiée en France pour l'instant, du Non, coup, c'est avec la 115 tomes? deuxième. Non, c'est Non, Conan. c'est la deuxième. Non, Conan, Non. c'est la Non, troisième. Conan, ils sont qu'à Ah. 90 et quelques, là, il y a 115. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ouais, c'est la vrai. troisième. C'est Conan, c'est troisième. La première, c'est Jojo. Deuxième, c'est Hippo. Et troisième, Conan. Alors, Il y a combien de tomes Jojo, d'Hippo en France? Il y a combien de tomes de Jojo en France? On est, il me semble, au 119. Ah, Ouais, ça ne d'accord. joue à pas beaucoup parce que 115, oui. là, c'est. Ouais. Ok, Ouais, donc maintenant, clap de fin pour un titre phénoménal, Silver Ouais. Spoon, pour un Qui vient de auteur se terminer. phénoménal. Eh oui. Rappelons qui est l'auteur, s'il vous plaît. C'est l'auteur de. C'est l'auteur de FMA. C'est l'auteur de FMA. Mais, Voilà. Et de puis, Nobles Et- Paysans, et de Arslan. et donc, Voilà. qui dans cette œuvre revient à quelque chose de plus personnel, parce qu'elle-même est originaire d'une famille fermière en Hokkaido. Tout à fait. Et comment tu as vécu ce titre? Parce que mine de rien, on est sur un titre qui a duré plus longtemps que prévu, parce que publié de manière un peu plus sporadique sur la fin. Comment je l'ai vécu? Déjà, on est l'éditeur de FMA, donc le nouveau manga de l'auteur de FMA, il ne pouvait pas aller ailleurs. Voilà. Après, je pense qu'Hiromu Arakawa est un génie. Donc, quoi qu'elle fasse, tout ce qu'elle fait, enfin tout ce qu'elle touche se transforme en chef-d'œuvre. Et au début, évidemment, je dis à mes boss, voilà, le nouveau manga de l'auteur de FMA, c'est une comédie romantique dans un lycée agricole. Donc, c'est avec la ferme, avec des vaches. C'est à peu près la tête que j'ai fait quand je l'ai vu, je reconnais. Bizarre. Mais j'en ai discuté justement avec Square Enix qui nous disait, voilà, elle avait envie de dessiner ça. En plus, c'est une grande héritière de Rumiko Takahashi, qu'elle admire énormément, qui est la reine-mère des comédies romantiques humoristiques. Et d'ailleurs, les deux s'adorent, elles parlent tout le temps dès qu'elles se voient, machin. Et il y a vraiment un coup à jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Silver Spoon est annoncé au Japon, les comédies romantiques, ça marche déjà plus en France.
c'est déjà la fin des Midori Days et tout ça, ça ne vend plus. Voilà. Et on se dit, est-ce qu'on peut quand même pas faire quelque chose déjà avec le nom d'Hiromu Arakawa et surtout l'ouvrir à un public un peu différent? Et c'est là qu'on va faire un truc dont je suis très fier, c'est qu'on va être en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Parce que le ministère ce qu'il faut savoir, une des spécificités françaises, c'est que donc l'éducation, c'est le ministère de l'Éducation qui gère, mais tous les établissements d'enseignement agricole sont gérés par le ministère de l'Agriculture. Voilà. Et donc, quand on va les voir, c'est un peu le ministère de l'Agriculture, c'est les mal-aimés du gouvernement. Tu vois, on en parle une fois par an quand il faut aller tâter le cul des vaches à Porte de Versailles, mais sinon, tu parles jamais d'eux, sauf quand il y a des grèves et qu'il y a des mecs qui déversent du fumier devant l'Élysée, quoi. Et donc là, on arrive, on leur dit, voilà, on a un manga qui se passe dans le monde de l'agriculture. Génial, un truc qui va nous déringardiser. Et donc, on arrive à très vite monter un dialogue avec eux. On devient partenaire. C'est-à-dire que pendant 2 ans, le ministère de l'Agriculture va parler de nous présenter, notamment au Salon de l'Agriculture, etc. Et en échange, ils vont pouvoir utiliser l'identité visuelle de Silver Spoon dans leur communication pour recruter des élèves, etc. Donc, c'est un win-win. Ça a dû être dur à gérer avec le Japon, ça. Comment? Ça a dû être dur à gérer avec le Japon. Ah bah non, ils étaient très honorés, au contraire. Très honorés? Ah bah oui, bien sûr, tu leur dis, le gouvernement français voudrait collaborer avec un de vos mangas. C'est-à-dire, c'est... Dit comme ça, ouais. Ah oui, non mais c'est vrai. Et d'ailleurs, j'en suis très fier parce que Silver Spoon est le premier manga jamais cité dans un document officiel de la République française. Eh bien, voilà. J'ignorais cette anecdote que je vais réutiliser dans un quiz. Si tu cherches, c'est le seul manga qui ait jamais été utilisé dans de la communication officielle de la République française. Et ça vaut le coup. Et il y a l'autre chose, c'est peut-être aussi que les problématiques du monde de l'agriculture, où qu'on se trouve dans le monde, finalement, c'est un peu les mêmes. C'est un peu les mêmes. C'est les mêmes, tu perds du fric parce qu'il faut tirer les prix vers le bas à cause des supermarchés, de l'importation, etc. etc. C'est incroyable. Pascal nous fait des gros yeux. J'ai encore 3 autres méga coups de cœur. Allez, je vais très vite. Dans ton catalogue, Jésus et Bouddha. Alors, je vais citer l'auteur. Pourquoi Jésus et Bouddha? Je vais citer l'auteur qui disait au Salon du Livre, qu'on lui demandait pourquoi vous avez fait un manga sur Jésus et Bouddha. Elle a dit, je voulais faire un nouveau manga qui marcherait bien. Donc, je me suis dit, je vais faire un manga avec les 2 personnages les plus connus du monde. Voilà, donc c'est les 2 personnages les plus connus du monde, c'est Jésus et Bouddha. Voilà. Elle a réussi à tenir comme ça pour l'instant 16 tomes en France avec des gags qui ne s'épuisent pas, des personnages qui se renouvellent. Attends voir le 17e avec Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc qui est fan des t-shirts de Jésus et Bouddha et qui ne comprend pas pourquoi on se moque d'elle parce qu'elle se balade avec un t-shirt où il y a écrit « Je suis pucelle ». Ok. Le peut-être meilleur lancement de l'an passé, le meilleur titre, en tout cas mon préféré. Bon, Spy Family, mon filtre de caméra. Ah oui, il est vert le truc. Il faut que tu le mettes sur ton t-shirt. Voilà, c'est mieux. Donc, Spy Family, incroyable. Ça a dû être la guerre pour avoir ce titre, j'imagine. C'était le coup de cœur au premier chapitre. J'ai lu le premier chapitre, j'ai dit, ok, ce mec est un génie de la narration, du découpage, il me le faut. Voilà. J'ai eu l'impression d'avoir le nouveau Dr Slump, celui que j'attendais depuis tellement longtemps, avec ce côté des trucs mignons, du truc un peu what the fuck, un univers quand même construit, un découpage parfait. Oui. Toi, tu vas vers Dr Slump. Moi, j'irais plutôt... Enfin, pour moi, c'est un mélange improbable entre Yotsuba et Golgo 13, en fait. Mais oui, après, c'est effectivement... Il y a ce côté à la fois très manipulation, très rusé de Death Note, et en même temps le côté un petit peu foufou et idiot qu'on peut retrouver alors dans Yotsuba, effectivement, mais aussi, comme tu dis, dans le Dr Slump. Dr Slump, ça m'embête parce que c'est vraiment... Il n'y a pas les cacas. C'est moins régressif que Dr Slump. C'est moins scato. C'est moins absurde que Dr Slump, je dirais. Tu es sur cette capacité à pasticher. Quand on a Superman de prune séchée, là, on a certains
certains des trucs, ou même plus tard dans Dragon Ball, le côté certains des membres de l'armée du ruban rouge qui sont des gros pastiches qu'on va retrouver ici dans certains cas sur des terroristes qui vont aller dans l'extrême, sur certains rôles secondaires qui vont m'amener, et surtout sur les mimiques. Moi, c'est les mimiques de la petite Anya. C'est ça que tu craques, c'est pour ça que tu Mais craques. complètement, complètement. Le vrai talent dans Spy Family, c'est vraiment le rythme, hein. C'est-à-dire que dès qu'il commence un petit peu... En fait, il est très malin parce que tu te dis, OK, il va pas réussir à tenir très longtemps sur ce genre d'histoire. Et dès que tu as l'impression qu'il tourne en rond, et parce que c'est un chapitre avec la gamine qui fait des conneries à l'école, paf, derrière, tu as un terroriste, tu as une nouvelle mission, tu as un truc. Il arrive vraiment à tenir les gens. C'est très bien construit. Vraiment, je suis hyper content de le publier. Ça a été un peu, effectivement, la bagarre pour obtenir ce titre, comme tu le dis, mais voilà, je suis très fier de l'avoir au catalogue. Et dernier titre, Goblin Slayer, où là, vous sortez en parallèle 2 séries, déjà, Oui, parce qu'il y a le spin-off Year One oui, qui sort aussi, donc peut-être plutôt presque préquel que oui. spin-off, d'ailleurs, qui commence avec un premier chapitre qu'il faudrait presque enlever si on veut le mettre dans les mains de tout le monde. Ah ben, on l'a mis à moins de 16 direct, hein. Pour moi, c'est le... Enfin, Goblin Slayer, ce qui m'a vraiment plu éditorialement, c'est qu'il répond à quelque chose qui n'est absolument pas à la mode au Japon, mais qui a beaucoup, beaucoup de clients et de lecteurs en France, c'est la dark fantasy. La dark fantasy, c'est pas quelque chose qui fonctionne, hein, au Japon, justement à cause des isekai, où on préfère, hein, désolé Pascal, où les Japonais, voilà, préfèrent les femmes chats à gros nichons plutôt que la fantasy pure et dure. Mais en France, ça marche. Et entre Hubelblatt qui vient de se finir et Berserk qui a un nouveau tome tous les 2 ou 3 ans, il y a un vrai Il y avait un appel d'air. manque. Ouais. Il y avait un Il y manque. avait un vrai manque. Et pour moi, Goblin Slayer, c'était vraiment l'opportunité éditoriale. Après, moi, en termes de contenu, je suis un ancien joueur de Donjons et Dragons, donc je Ça te vois parle. vraiment la filiation du truc, Il qui y a est un gros absolument renouveau pas, hein, qui est sur les. absolument pas isekai, qui est absolument pas histoire à système, mais qui est un peu le manga que j'aurais voulu lire quand j'avais 17 ans et que j'organisais des parties de jeux de rôle dans ma cave, en fait. Mais complètement. D'ailleurs, l'histoire, c'est les dieux qui font une partie de jeu de rôle. Les dieux sont des MJ parce que le Goblin Slayer est celui qui ne répond pas aux dés. Alors, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire que quand le scénariste est venu à Polymanga il y a 2 ans, il y a des gens qui lui ont posé la question. Il a préféré éluder, tu vois. Mais on te donne effectivement des pistes. Enfin, la théorie, c'est effectivement celle que tu viens de donner, en disant effectivement, parce qu'ils disent, voilà, il y a des gens qui se méfient du dieu de la connaissance, parce que le dieu de la connaissance, des fois, il va d'un seul coup t'insuffler un truc et tu vas te sentir obligé de partir en mission. Et donc, oui, effectivement, on peut se douter que les dieux de la connaissance, en fait, c'est des joueurs, et etc. etc. D'ailleurs, la phrase clé du manga, c'est « il ne laisse personne jeter les dés à sa place ». Mais est-ce que c'est du clin d'œil? Est-ce que c'est vraiment ça? On ne sait pas. En tout cas, je ne pense pas qu'il le révélera. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je vais terminer avec un petit truc, puisque tu n'es pas super fan d'isekai. Je signale que tu as l'un des meilleurs isekai qui existent en France. Oui. Moi, réincarné en slime. Oui, mais tu sais que ce titre-là, on a mis vachement de temps à le sortir, mais je l'ai acheté il y a très longtemps, à l'époque où c'était le premier, et donc le seul isekai, et où c'était pas encore une mode, en fait. Tout à fait. Et il Donc, reste l'un des meilleurs encore aujourd'hui. oui, bah, j'en suis content, parce que justement, il a posé les bases du genre, avec moi quand je me réincarne en slime, il a vraiment posé les bases du genre sans aller dans l'exagération. C'est-à-dire que le personnage n'est pas hyper gros-bile, il est très malin parce qu'il utilise sa connaissance du 21e siècle pour la mettre ici, mais il n'en abuse pas non plus. Et surtout, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas obsédé. Tu te rappelles pas la petite scène au début, s'il te plaît, avant que je meure, détruis mon disque dur? Oui, non mais oui, bien sûr. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'abuse pas de sa position. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, pour faire ça. Il ne se retrouve pas avec un harem, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, ça en fait un manga qui peut être lu par tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure, le problème que j'ai avec les isekai, c'est que la plupart du temps, ça ressemble à un fantasme mis sur papier. Mais c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça, monsieur.
Ça s'adresse aux bonnes personnes. Bon, après, c'est vrai que maintenant, il commence à y en avoir un peu partout, dans tous les sens. Tous les éditeurs font de l'isekai maintenant et on obtient des choses qui vont faire que le genre va petit à petit descendre. Ben, j'ai pas l'impression, tu vois, alors bon, ça fait longtemps que je suis pas allé au Japon, malheureusement, mais j'ai même pas l'impression que la mode passe au Japon. Hein. Non, mais Elle après, évolue. Ça reste pas trop cher à produire, justement. En plus, comme c'est des codes que tout le monde connaît, tu as ce côté, tu pas besoin de réexpliquer le concept et tout ça. Quand tu disais tout à l'heure, Poutine ne connaît pas ces codes, bah, au Japon, tout le monde connaît ces codes qui viennent du jeu vidéo, le premier mob sur lequel tu vas tomber, c'est un slime. Oui, c'est Le vrai. machin derrière, c'est un bidule. Le gobelin va être moins fort qu'un orc, qui va être moins fort qu'un troll, qui va être moins fort qu'un ogre, etc. Toute cette hiérarchie, toute cette connaissance, tu peux l'utiliser. Et donc, comme tu disais, c'est une facilité qui fait que tu n'as pas à perdre de temps à expliquer les règles de l'univers, à expliquer le machin, et rouler jeunesse. Et derrière, toi, tu vas dire, je te fais ça avec un changement. Tu te réincarnes en Eke, tu te réincarnes en chiotte dans un donjon, tu te réincarnes... Moi, ce qui m'embête justement dans le principe du isekai, c'est que comme tu dis, ceux qui connaissent les isekai connaissent les règles. Mais du coup, moi, en tant qu'éditeur, ça m'embête parce que tu te coupes de tous les autres lecteurs. C'est-à-dire que tu vois, si tu ferais lire le manga à quelqu'un qui n'est pas forcément féru de jeux vidéo et d'autant plus de RPG à la japonaise, il ne comprendrait pas. Non, tout à fait. Mais au Japon, les niches sont suffisamment grosses pour être rentables. Et par contre, en France, on arrivera à une saturation ou à une sélection naturelle. Hein. De toute façon, Bon, on se marrait l'autre jour parce qu'on en parlait avec Ahmed et on se disait, t'as remarqué toi aussi à chaque fois que tel éditeur japonais nous présente des mangas isekai tirés de light novel, bizarrement, c'est tiré de la light novel qui a gagné le prix de la meilleure light novel. Je ne sais pas comment ils distribuent les prix des light novels, mais c'est toujours le meilleur light novel, le light novel numéro 1, tiré du numéro 1. Il y en a plusieurs par an. Donc je pense qu'en fait, il y a des top light novels hebdomadaires ou mensuels, je ne sais pas, mais c'est toujours le meilleur light novel. Bon. C'est vrai. Bon, en tout cas, je te remercie d'être resté avec nous. Moi, je vous remercie de m'avoir invité, c'était fort sympathique. Voilà. À charge de revanche, on te réinvitera à l'occasion. Notre première de la saison 2, donc c'était bien de t'avoir pour cette première de la saison 2. Bonne saison alors. Et est-ce que tu peux nous teaser une des exclus, parce que tu as dit que tu avais des titres qui allaient arriver, que tu n'avais pas encore tout annoncé. Est-ce qu'il y en a un qui est dans le bon timing pour que tu nous l'annonces? Elle paraît quand cette... La semaine samedi prochain. Alors attends, on est en février. Non, ça ne sera pas... Ton live, il sera dans 15 jours, je pense. Ah merde, non, bon. Non, mais tease, sans dire le titre, sans machin, ça se passera dans l'univers de... Voilà. Mais pousse les gens à chercher. Oui, bah alors... Voilà. Donne un indice. Voilà, donne un indice. Un os à ranger. Il y a déjà 2 saisons sur Netflix et la 3e arrive au printemps, je crois. Bah voilà. Pas mal. Très bien, parfait. Pas mal. Je vais aller vérifier le catalogue. Ok, il y a de quoi faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, les amis. Merci. Bye. Salut. Ciao.